Le grand timonier, Mao Tse-tung, a un jour déclaré qu'il serait prêt à sacrifier la vie de 300 millions de Chinois. Il était prêt à perdre la moitié de son peuple pour obtenir ce qu'il voulait. C'est une façon de penser brutale et impitoyable. Son régime politique cruel mènera au massacre de millions de Chinois. La violence fonctionne et elle s'appuie sur le pouvoir. Il était convaincu que la politique devait être violente. Voici l'histoire d'un autocrate sadique et assoiffé de violence. De ses racines communistes à son règne de cruauté et de vengeance. Mao était comparable à Hitler et Staline. Longtemps après sa mort, la peur instillée par Mao demeure encore présente. En 1911, la Chine impériale ancestrale s'effondre. Après 2000 ans de dynastie, le peuple renverse son empereur. S'ensuit une décennie d'anarchie violente, sans foi ni loi. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, la Chine est en pleine dépression. Le système impérial interdit le débat, le dialogue ou la critique. Si vous n'étiez pas content de votre condition, vous n'aviez d'autre choix que de vous rebeller ou de faire la révolution. Des ruines de l'Empire émergent alors deux groupes politiques aux idéologies opposées. Les nationalistes, décidés à transformer la Chine en république capitaliste tournée vers l'Occident, et les communistes, un petit groupe inspiré par la révolution bolchevique de Lénine en Russie. Tous deux prétendent agir pour les 600 millions de paysans aux conditions de vie moyenâgeuses. Mais l'affrontement de ces idéologies sème les graines d'une guerre civile sanglante qui ravagera la Chine pendant plus de 20 ans. Un jeune fils de fermier, Mao Tse-tung, connaît à la fois la rigueur du règne impérial et la cruauté avec laquelle l'armée exécute les paysans rebelles. Si on regarde ce qu'il a vécu, surtout à l'adolescence, on peut deviner ce qui influencera son comportement plus tard. Dans cet environnement sanglant, Mao devient un rebelle à la recherche d'une cause. Soucieux d'être perçu comme un intellectuel, il lit des traductions de philosophes européens. Quand en 1917, à l'âge de 24 ans, il découvre la littérature marxiste, il est subjugué. Il lit le manifeste du Parti communiste et reconnaît trait pour trait les raisons de l'humiliation de la Chine. Mao a une révélation et devient un communiste convaincu. Dès 1921, radicalisé par ses mentors à l'université de Pékin, Mao devient un véritable militant de gauche. Il est convaincu que le communisme est l'unique chemin vers une révolution prospère, grâce aux amis puissants du parti. Il n'est pas devenu communiste par compassion pour les paysans chinois. Mao avait surtout remarqué que le voisin le plus puissant de la Chine, la Russie, était déterminé à mettre le Parti communiste chinois au pouvoir. En 1922,
Un an à peine après son lancement officiel, Mao rejoint le jeune parti communiste chinois. Il est convaincu qu'ils sont les seuls à posséder la poigne nécessaire pour prendre le pouvoir. Et il compte bien être du côté des vainqueurs. Pourtant, en 1924, les rivaux nationalistes de Mao s'emparent du pouvoir et prennent officiellement la tête du gouvernement chinois. Mao réalise qu'il détient la clé d'un retour en force des communistes. C'est alors qu'il a sa première altercation avec ses camarades russes. Les Russes étaient étroitement impliqués dans la révolution chinoise et le Parti communiste chinois. Mao était leur allié contre le nationalisme. Néanmoins, il a toujours eu le sentiment que les Russes essayaient de lui dicter sa façon de mener sa révolution. Ils voulaient lui imposer leur manière de se comporter, ce à quoi Mao s'est toujours farouchement opposé. Mao est convaincu que la révolution chinoise ne peut pas être menée comme la révolution russe. Pour les Russes, la révolution était le fait des prolétaires urbains. Mais pour Mao, la révolution chinoise concernait les paysans. C'était un système très différent, où les Russes n'avaient pas leur mot à dire. La certitude que l'étincelle de la révolution doit émaner des paysans chinois deviendra la pierre angulaire de la philosophie politique de Mao pendant les 4 décennies à venir. Pendant les années qui suivent, alors que les communistes cherchent à grossir leurs rangs, Mao s'applique à gravir les échelons. En 1927, les dirigeants du parti offrent à Mao, alors âgé de 34 ans, le titre de commandant en chef de l'armée rouge. En réalité, il s'agit d'une petite milice désordonnée. La mission de Mao est d'aller dans les villages pour fomenter la révolution. Une expérience qui marquera à jamais Mao Tse-tung. Pour faire la révolution, sa méthode est simple. Retourner les paysans contre les propriétaires terriens. Inspiré des livres de philosophie de sa jeunesse, selon lesquels la fin justifie les moyens, Mao se montre sans pitié. Dans chaque village, les villageois sont rassemblés et contraints de dénoncer un certain nombre de victimes très précises, considérées comme des tyrans, des propriétaires ou des traîtres. On raconte que les méchants oppresseurs du peuple sont pendus, conspués et exécutés. Les violences de 1927 marquent le début de la redoutable guerre civile chinoise et donnent une leçon à Mao. Une leçon dont il profite dans son inexorable ascension vers le pouvoir. La violence est efficace. C'est à ce moment-là qu'il a acquis la certitude que la politique devait être violente. Les gens n'abandonnent pas spontanément le pouvoir, il faut le leur retirer. Il a même déclaré « le pouvoir est au bout d'un canon de fusil ». Cette brutalité réveille en Mao une indéniable perversité. Il raconte que dans ces villages, à force d'assister aux premières loges à ces atrocités, il s'est mis à changer. Il a ressenti une sorte d'extase, selon ses termes, comme jamais auparavant. Enivré par la violence, Mao devient sadique. Et ce n'est que le début. Au sein du Parti communiste chinois, les talents de Mao ne passent pas inaperçus. Sa carrière décolle.
Mais il est loin du champ de bataille. La direction de l'armée est confiée à d'autres et Mao se retrouve avec le rôle politique d'un simple commissaire. Un commissaire est un envoyé politique chargé de faire appliquer la bonne parole auprès des subalternes du parti. Ce poste lui enseigne une leçon essentielle. Contrôler ce que les gens pensent peut vous rendre extrêmement puissant. Ce sont les prémices de son culte de la personnalité. On parle déjà de la pensée de Mao Tse-tung comme s'il était le leader philosophique du Parti communiste. En s'autoproclamant autorité suprême de la pensée communiste, Mao prépara habilement son ascension vers la suprématie. Sa progression vers le sommet s'accélère lorsqu'un intrus vient profiter du chaos politique en Chine. En 1931, l'ennemi de toujours, le Japon, envahit la Chine. Il s'empare de la Mandchourie, un vaste territoire au nord-est du pays. Le gouvernement nationaliste résiste, mais rien n'y fait. L'invasion japonaise est en marche. Les communistes tentent de profiter du chaos pour renverser les nationalistes. En vain. Mao gagne ses galons de chef lors de la Longue Marche de 1935. Une retraite de près d'1 an pour échapper à l'armée nationale révolutionnaire. Alors que les troupes sont décimées, Mao reste pratiquement le dernier à tenir bon. Mao est resté en vie. À chaque fois que des communistes plus dociles suivaient les ordres de leurs supérieurs et se faisaient tuer, Mao grimpait dans la hiérarchie. À 42 ans, grâce à l'usage stratégique de la violence et au contrôle de la pensée, accompagné d'un peu de chance, Mao Tse-tung atteint son objectif. Il est nommé chef du Parti communiste chinois. Un poste qui lui permettra d'exécuter son plan. Régner sur la Chine tout entière. Au début de l'année 1937, les communistes de Mao Tse-tung sont attaqués par les nationalistes chinois menés par le général pro-occidental Chiang Kai-shek et les envahisseurs japonais venus détruire une nation instable. En tant que nouveau chef du Parti communiste chinois, Mao Tse-tung établit sa base à Yan'an. C'est une ville montagneuse, détruite par les bombes et la guerre civile. Mais elle est célèbre dans tout le pays. Elle est considérée comme une utopie communiste. Un lieu où les radicaux, les intellectuels et les jeunes idéalistes peuvent penser librement. C'étaient des adolescents, persuadés que communisme rimait avec égalité. Pendant une dizaine d'années, la cité accueille les libérateurs de la Chine. Ils trouvaient que Chiang Kai-shek n'était pas à la hauteur pour combattre le Japon. Alors ces jeunes gens, dont mon père faisait partie, sont partis rejoindre Mao dans le nord, dans l'espoir de lutter contre les Japonais. Mao a autre chose en tête. Il veut transformer les fidèles communistes de Yan'an en armée lui obéissant totalement afin d'accéder au pouvoir. Il a vu l'invasion japonaise et la guerre comme une opportunité pour détruire le gouvernement de Chiang Kai-shek et pour s'emparer du pouvoir après la guerre.
Pour parvenir à ses fins, il exploite les leçons de violence et de manipulation apprises au cours de sa jeunesse, pour en faire un outil de terreur. Pour commencer, il éradique le principe d'une utopie égalitaire et installe une hiérarchie en se plaçant au sommet. Il n'y avait aucune égalité à Yan'an. Il y avait différentes catégories de logements et aussi différentes catégories de nourriture et de vêtements. Et pendant ce temps, Mao s'offrait du coton de qualité importé des zones nationalistes. Mao utilise alors son pouvoir pour tendre un piège à de potentiels opposants et révéler au grand jour leur existence. Mao invite les gens à le critiquer ouvertement. Il propose de débattre, encourage la contradiction et les échanges pour décider ensemble de leur avenir. Un groupe nomme un représentant pour recueillir les critiques, l'écrivain Wang Shiwai. Wang Shiwai était leur héros. Ils partageaient leurs désillusions quant au communisme. Wang publie les griefs de ses compagnons et colle leurs critiques sur des panneaux d'affichage. Mao est allé voir les affiches de Wang Shiwai et a vu que des foules de gens considéraient l'écrivain comme leur héros. Wang agissant au grand jour, Mao met immédiatement en pratique sa conviction selon laquelle la violence mène au pouvoir. Mao soumet donc Wang Shiwai à une méthode particulièrement atroce, le banc du tigre, qui consistait à briser les genoux. Parmi tous les instruments de torture disponibles, c'est le préféré de Mao. Grâce à la torture, Mao obtient de faux aveux de la part de Wang Shiwai. Il déclare être un espion nationaliste. Puis on le force à dénoncer des camarades innocents. Cela ne l'empêchera pas d'être exécuté. Mao est déterminé à faire passer un message. Si vous n'adoptez pas la pensée de Mao, vous mourrez. Wang Shiwai est abattu par la police secrète de Mao. Cela a un effet dévastateur sur ces jeunes gens. Rapidement, Mao étend sa campagne de torture pour répandre la terreur dans les rangs. Il développe cet instinct puissant selon lequel, si vous voulez faire quelque chose, faites-le à la plus grande échelle possible afin que les autres en profitent ou soient effrayés. Néanmoins, il fait en sorte de ne jamais se salir les mains. Mao est toujours une figure dans l'ombre. Je ne pense pas qu'on puisse prouver qu'il est appuyé sur la gâchette ou pendu des gens. Il demandait à d'autres d'être violents à sa place, ce qui ne fera qu'empirer avec le temps. Comme Staline en Union soviétique, Mao justifie sa campagne de terreur en prétextant l'omniprésence d'espions. Mao savait qu'ils n'étaient pas des espions. Son véritable objectif était de terroriser ces jeunes afin d'en faire une armée pour ses futurs projets. Dès lors, l'assassinat et la torture s'inscrivent au cœur de sa philosophie politique personnelle.
La violence n'est pas un aspect accidentel du maoïsme, elle en fait partie intégrante. Les victimes ne sont exécutées qu'après avoir parlé. Mao obtient ainsi une armée d'1 demi-million d'hommes conditionnés à lui obéir par la terreur. En 1945, cela fait 8 ans que la Chine est assiégée par les Japonais. Avec des millions de sans-abri, le pays est à genoux et mûr pour une révolution. Il est l'heure pour Mao de mettre son plan en action. Il descend des collines de Yan'an. Son armée affiche désormais 3 millions de soldats brandissant des armes fournies par Staline, l'allié communiste. En 1949, les nationalistes ont perdu le soutien populaire et la volonté de combattre. Leur chef, le général Chiang Kai-shek, démissionne. Quelques jours plus tard, Mao Tse-tung se proclame chef suprême de 600 millions de personnes. La naissance de cette nouvelle nation est le point d'orgue de 27 ans de terreur, de torture et de manipulation. Pourtant, il est accueilli en héros. Pourquoi Mao était-il populaire auprès des Chinois en 1949? Parce qu'il avait mené la révolution paysanne. Il avait renversé des siècles d'oppression, battu les propriétaires terriens, les chefs de guerre, les Japonais et les nationalistes. Il avait encouragé le peuple à se lever et à créer un monde nouveau. Ce que les Chinois ne réalisent pas, c'est que le pire reste à venir. En 1950, sous le nouveau régime communiste de Mao Tse-tung, la Chine est toujours désespérément pauvre et sort de 3 décennies de guerre et de révolutions sanglantes. En chef suprême, Mao déclare que l'industrialisation à grande échelle est la clé pour transformer la nation en superpuissance économique. Il compte y parvenir du jour au lendemain, quel qu'en soit le coût humain. Mao nomme cette politique le grand bond en avant. Le grand bond en avant était censé propulser la Chine dans le futur et créer une utopie communiste en 15 ans à peine. Mao veut acheter des usines préfabriquées auprès des alliés russes et les payer avec les céréales cultivées par les paysans chinois. Mao avait ce rêve avant même de conquérir la Chine. Et pour le réaliser, il avait besoin d'acheter d'énormes quantités de technologies nucléaires, de missiles, ainsi que toute une gamme de complexes militaires et industriels. Le chef n'a aucun doute. Sous son commandement, cette stratégie propulsera la Chine jusqu'au sommet de la prospérité et de la domination mondiale. À condition que chacun fasse exactement ce qu'on lui demande. Mao commence par proscrire toute entreprise privée à la campagne. Chaque poignée de céréales appartient désormais à l'État. Les céréales partent directement dans les greniers de l'État. Plus de marché ou de commerce privé. Il retire aux paysans tous leurs biens et les force à travailler dans des fermes collectives. La collectivisation, c'est tout simplement retirer aux gens absolument tous leurs biens privés.
Les maisons sont confisquées, les outils, les poêles, les casseroles et les ustensiles deviennent collectifs. Le bétail est collectivisé. Dans ces fermes collectives, Mao fixe des objectifs de production impossibles à atteindre. Les paysans sont prévenus qu'ils n'auront pas leur ration de nourriture s'ils n'atteignent pas leur quota. Les gens qui ne peuvent pas travailler meurent littéralement de faim. Les enfants, les femmes enceintes et les anciens sont exclus du système de rationnement. Rapidement, la situation dégénère. Affamé, le peuple s'affaiblit et devient incapable de travailler. Plutôt qu'un grand bond en avant, c'est un véritable désastre. Dans tout le pays, la production alimentaire s'effondre et des millions de Chinois meurent de faim. Pour Mao, le problème ne vient pas de sa politique intransigeante, mais des oiseaux qui dévorent les céréales dans les champs. Il lance donc une grande campagne. Les Chinois doivent éradiquer les moineaux. La guerre contre les moineaux est l'une de ses idées les plus folles. Il décrète que si les Chinois tuent tous les moineaux du pays, les graines qu'ils ne mangeront pas viendront nourrir les humains. C'est très logique. Il demande aux Chinois de faire du bruit avec des casseroles et de leur jeter des pierres jusqu'à ce qu'ils tombent du ciel d'épuisement. Ils chassaient les oiseaux pendant des jours, ils tapaient sur tout ce qui fait du bruit pour qu'ils ne puissent pas dormir, et enfin ils tombaient du ciel. Les oiseaux étaient alors empalés par milliers et exposés en ville pour montrer la contribution du village à la production alimentaire. Bien joué, monsieur Mao. Sauf que les insectes prospèrent et que l'année suivante, les cultures sont ravagées par les mille-pattes et les sauterelles qui dévorent les céréales, provoquant une famine. Au lieu de soulager la souffrance de son peuple, l'intervention de Mao accentue son désarroi. À Pékin, on raconte une toute autre histoire. L'appareil de propagande du Parti communiste affirme que le grand bond en avant du président est un franc succès. Même les grands pontes du parti ignorent l'étendue de la famine. Pourtant, un homme connaît la vérité. Compte-rendu après compte-rendu, des informations détaillées sur la famine atterrissent sur le bureau du président. Les rapports prouvent que Mao est au courant de la mort de millions de personnes. Pour lui, c'est simplement le prix à payer. Il était clairement prêt à risquer la vie de près de 50% de son peuple. Vu le nombre d'habitants, il était prêt à en sacrifier pour créer la Chine de ses rêves. Au printemps 1959, la vérité commence à s'ébruiter. Difficile de cacher 14 millions de morts. Mais au lieu d'endiguer la famine, Mao prévoit d'intensifier son grand bond en avant. Dans les hautes sphères du Parti communiste, son leadership est contesté. Mais personne ne sait quoi faire. Le problème de la Chine, encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Comme ils prétendent vivre dans une utopie, il est impossible de la critiquer. En coulisses, le bras droit de Mao commence à émettre de sérieux doutes. Liu Shaoqi est le numéro 2. Il est chef d'État
et défend le président. Mais il est abasourdi par l'ampleur de la famine. Liu Shaoqi décide de faire l'impensable et de s'opposer à son leader suprême. C'est une décision d'une incroyable bravoure. En juillet 1959, Mao organise une conférence du Parti communiste pour discuter de l'expansion du grand bond en avant. Se produit alors un événement impensable. Liu a fait la chose la plus courageuse de toute sa vie. Il a déclaré qu'il y avait une importante famine, qu'elle découlait d'une erreur humaine et qu'il fallait y mettre fin. Déclarer qu'il s'agissait d'un désastre d'origine humaine, c'était attaquer directement la vision du grand bond en avant proposée par Mao. À ce moment-là, il a brisé un tabou. Pour Mao, c'est la trahison ultime. Mao était furieux qu'on ose le défier. Dès lors, le chef devient extrêmement méfiant. Il croit avoir trouvé l'homme qui détruira son héritage et sa réputation. Mais comment l'éliminer? Liu est une figure importante et appréciée au sein du parti. Mao doit faire preuve de patience. Mao était assez malin pour reconnaître l'utilité politique de Liu. Alors il l'a gardé, tout en lui collant dans le dos une cible. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et Mao attendra 10 ans avant de clouer son adversaire au pilori et de lui infliger les pires sévices. En 1965, le chef suprême âgé de 71 ans règne sur la Chine depuis 16 ans. Cependant, face à la famine provoquée par sa politique, il se murmure au sein du parti que le grand timonier devrait laisser sa place. Au lieu d'attendre la sentence de ses ennemis, Mao lance une initiative. Il était déterminé à rappeler aux gens que, selon ses propres termes, la révolution n'est pas un dîner de gala. Des têtes vont tomber. Nous allons devoir faire preuve de discipline et ne pas succomber aux tentations de la voie capitaliste. Le nouveau plan de Mao est tout aussi dévastateur que le premier, mais encore plus sinistre dans son exécution. Il veut une révolution culturelle. Mao propose de purger le pays de l'idéologie bourgeoise qui sommeillerait chez les anciens. Comme à Yan'an, il veut que 600 millions de Chinois pratiquent la véritable pensée communiste. Une idéologie dont lui seul dictera les concepts. Mao a besoin d'un bras droit pour l'aider à appliquer sa politique. Lors du grand bond en avant, il a fait l'erreur de faire confiance à ses adjoints. Il n'a pas l'intention de reproduire cette erreur. Cette fois, il se tourne vers une personne en qui il a toute confiance, sa femme, Jiang Qing, Madame Mao. Jiang Qing est une actrice de Shanghai, devenue la maîtresse de Mao pendant les années 40 et la décennie de terreur à Yan'an.
Pendant l'ascension de Mao au sein du parti, Jiang Qing est devenue une sorte de ministre de la culture et a instauré des règles culturelles. Elle décidait des films et des pièces de théâtre autorisées, tout en devenant de plus en plus envahissante. Avec l'âge, ses névroses se sont amplifiées, mais personne n'osait la contredire. Elle se décrivait comme la chienne de Mao, mordant quand il lui ordonnait. Mais on la surnommait la sorcière aux os blancs. Ensemble, Mao et Madame Mao forment un couple intouchable. Mao lance sa révolution culturelle avec un programme politique suffisamment vague pour qu'il s'adapte à toutes ses lubies. Mao propose de s'attaquer aux 4 vieilleries: les idées, les us et coutumes et la culture du passé. C'est un fourre-tout qui lui permet de s'attaquer à tout ce qu'il désapprouve. Mao publie un recueil de pensées, le Petit Livre Rouge, sa version du manifeste du Parti communiste de Marx ou du Mein Kampf d'Hitler. Réunissant plus de 400 citations de Mao, il offre une fenêtre sur l'esprit d'un dictateur décidé à attiser la violence. La guerre est la continuation de la politique. La guerre est la plus haute forme de lutte. C'est à nous d'organiser le peuple. Là où le balai ne passe pas, la poussière ne s'en va pas d'elle-même. Levons haut leur drapeau et avançons sur la voie que leur sang nous a tracée. Avec plus d'1 milliard d'exemplaires, le Petit Livre Rouge est l'un des ouvrages les plus imprimés de l'histoire. Mao souhaite façonner les esprits les plus malléables, ceux de la jeunesse. Ce sera très important quand toute une génération aura été élevée aux idées de Mao Tse-tung. Comme à Yan'an, ses enfants deviennent une armée docile, prête à appliquer la volonté de Mao. Ce sont les célèbres gardes rouges. Désormais, son goût pour la violence et le chaos prend un tournant macabre. Il encourage son armée d'adolescents à se soulever et à massacrer ses aînés. Psychologiquement, c'est très malin. Il dit aux jeunes, vous êtes la Chine, vous êtes l'avenir. Levez-vous et purifiez notre société de tous ces éléments corrupteurs. C'était sa procédure normale. Pour obtenir quelque chose, il utilisait toujours la terreur. Mao choisit soigneusement sa première cible. Les jeunes de la Garde rouge s'attaquent aux enseignants. Mao ne détestait pas les enseignants. Il se voyait lui-même comme un professeur. Mais pour générer de la terreur, il avait besoin de victimes. C'était donc un calcul purement cynique. Des milliers d'enseignants sont agressés. Rien qu'à Pékin, des centaines sont assassinés. Il y avait énormément de violence dans mon école. Accablé, mon proviseur a essayé de se suicider en se tranchant la gorge. Un jardinier de l'école, ancien officier nationaliste, a été pris à partie et battu à mort. Des millions de jeunes rejoignent les rangs de l'armée rouge. Ils sèment la terreur, accumulant les actes de vandalisme et les massacres. Bientôt, plus rien ne les arrête. La Chine devient un désert culturel.
Les arts, les livres et la musique, tout ce qui se rapporte de près ou de loin aux influences occidentales est détruit ou interdit. Mais la véritable cible de Mao est ailleurs. À l'automne 1967, Mao ordonne à ses gardes rouges de poursuivre le règne de la terreur en s'en prenant désormais à ses rivaux au Parti communiste. Il va enfin régler ses comptes. Il utilise une métaphore chirurgicale. Il faut une ablation du cancer pour que le corps politique puisse guérir. La violence n'est pas une fin en soi, c'est une nécessité absolue en cas de révolution. La violence est une définition de la révolution. Des centaines de milliers de responsables du parti sont envoyés dans des camps de travail, poussés au suicide, emprisonnés ou assassinés. Leur tort, avoir exprimé des doutes face au grand bond en avant de Mao. Désormais, il peut s'attaquer à sa cible principale, Liu Shaoqi, son adjoint. Celui qui avait osé le défier va subir une sentence d'une incroyable cruauté. En 1968, la révolution culturelle du chef communiste Mao Tse-tung, lancée pour écraser tous ses opposants en Chine, entre dans sa phase finale. Il est plus déterminé que jamais à s'accrocher au pouvoir. Cependant, un homme lui fait barrage. Depuis longtemps, Mao prend un plaisir sadique à infliger douleur et humiliation. Il complote désormais pour éliminer Liu Shaoqi, son fidèle adjoint. Liu étant populaire au sein du parti, Mao doit d'abord saper sa crédibilité. Personne ne l'aurait appuyé s'il avait énoncé les véritables raisons de sa haine envers Liu Shaoqi. Il a donc inventé toutes sortes d'accusations selon lesquelles Liu avait trahi le parti. La machine de propagande étatique se met en marche. Presque du jour au lendemain, la réputation de Liu est détruite. Puis vient l'humiliation. Comme des centaines de camarades avant lui, Liu est publiquement conspué et battu. On les faisait monter sur une estrade face à une foule hystérique, où ils étaient battus et torturés. Ils devaient s'agenouiller sur des bris de verre et parader dans les rues avant de partir dans les camps. Liu est torturé pendant plus d'1 an. Il succombe finalement dans une cellule de prison. Mais sa mort n'est pas un acte de pitié. Mao a personnellement planifié ce dernier chapitre de sa vie pour qu'il soit aussi long et douloureux que possible. Liu était diabétique et Mao lui a refusé son traitement. Il serait mort dans sa cellule, au milieu des immondices. Comble de perversité, Mao exige que la mort de Liu soit filmée, pour son plaisir personnel. C'est une histoire sordide. Il était là depuis la longue marche et avait toujours été son bras droit. Certains affirment que si on avait ausculté Mao, on aurait diagnostiqué des troubles de la personnalité relevant de la maladie mentale, voire même de la folie.
La révolution culturelle de Mao, initiée pour se venger de ses rivaux réels ou imaginaires, dure près d'une décennie. Au total, 2 millions de Chinois parmi les plus instruits sont assassinés et des millions d'autres envoyés dans des camps de travail. À défaut d'une utopie, Mao a créé une société fondée sur la terreur. Mao n'a pas essayé de construire une nation. Il a détruit la nation. Il n'a pas unifié la Chine. Ce n'était pas un bâtisseur, c'était un destructeur. Le nombre de morts engendrés par sa politique est si élevé qu'il est difficile à quantifier. On ne connaîtra jamais le chiffre précis, mais il est estimé à 40 millions. On a coutume de dire qu'au palmarès de l'horreur, il est le premier. Au début des années 70, à l'approche de ses 80 ans, la santé de Mao commence à se détériorer. Il a rencontré Nixon en 72, puis d'autres, qui ont raconté qu'il était encore très alerte. Il avait du mal à parler, mais il comprenait et répondait avec ses interprètes. Mais son état s'était détérioré. En 1974, Mao est atteint d'une maladie dégénérative et seule son infirmière personnelle parvient encore à le comprendre. Incapable de gouverner, il reste intouchable grâce à la peur instaurée au sein de son parti. Les 2 dernières années, il ne pouvait plus parler. Il balbutiait, mais tant qu'il était en vie, personne n'osait le défier. La santé déclinante de Mao paralyse le développement de la nation chinoise. Et en coulisses, le chef est rongé par une paranoïa grandissante. Après 27 ans au pouvoir, il vivait comme s'il était en zone de guerre, prêt à fuir à tout instant. Avant de prendre le pouvoir en 1959, Mao tremblait comme une feuille dès qu'il posait les yeux sur un étranger. Il était sur le point de diriger la Chine et il était mort de peur. C'est peut-être une punition psychologique pour son absence totale d'empathie envers la vie d'autrui. Pendant ces dernières années, Mao est conscient que son parti condamne ses échecs. Il n'avait pas réalisé son rêve de transformer la Chine en superpuissance militaire pour dominer le monde. Il n'était pas satisfait et s'apitoyait sur lui-même. Il n'a jamais éprouvé de remords quant au sort tragique de la population et à la mort de plus de 70 millions de Chinois en temps de paix, alors qu'il en était responsable. Le 9 septembre 1976, après 27 ans au pouvoir, Mao Tse-tung, le chef suprême du pays, s'éteint. Le Parti communiste s'émeut de son décès par des scènes hystériques de deuil national. Pourtant, après sa mort, l'idéologie de Mao est presque entièrement abandonnée. Les hommes qu'il a jetés en prison deviennent les futurs dirigeants du pays. Sadiques et despotiques, semblables à Staline et Hitler, ils restent malgré tout omniprésents. Reconnaître ces torts ébranlerait la légitimité du Parti communiste. Pour le meilleur et pour le pire, Mao Tse-tung reste le père de la Chine moderne.